Bonjour et bienvenue. Donc, 2015 reflète de façon explicite la transformation du groupe au travers de ses résultats. Alors, un petit rappel qui me semble nécessaire. Acan, en 2010, c'est une société française qui commence à se déployer à l'international, qui fait 85% de ses activités en France et qui fait un petit peu moins de 500 millions. Bon, en 2012, nous doublons de taille, mais en même temps, nous avons une compréhension de plusieurs enjeux. Nous avons des intégrations à réaliser, aussi bien en France qu'en Allemagne, Aéroconseil et MBTech. Nous avons la transformation d'MBTech, qui était une filiale de Daimler, à transformer en société de services. Mais surtout, nous comprenons que le groupe a changé de dimension et qu'en même temps, le marché est en train d'évoluer et qu'il nous faut impérativement nous reconfigurer afin de réellement devenir international. Et là commence, 2013 à 2015, une mutation, une transformation dont l'objectif est d'accélérer le développement. Si vous regardez l'histoire d'ACA, c'est un particularisme de notre groupe. Nous n'avons jamais eu des croissances linéaires et constantes. Nous avons toujours eu des fortes accélérations de la structuration et des accélérations. Et c'est comme ça depuis 32 ans, comme le rappelait Dove. Alors, ces enjeux étaient des enjeux d'organisation, notamment au niveau des ventes, puisqu'on avait surtout des équipes qui vendaient en France. Et là, bien sûr, la nécessité de vendre au plan européen, mais très, très rapidement, la nécessité d'aller beaucoup plus loin pour accompagner nos clients. Des grosses répercussions sur la production de nos études, qu'il faut être capable d'intégrer au plan mondial, alors pour plusieurs raisons. D'abord pour arriver à avoir des front office, parce que la proximité dans la discussion avec le client demande toujours d'être à proximité, mais après d'arriver à concentrer des compétences en un ou plusieurs lieux, parce qu'on ne peut pas réinvestir dans les mêmes structures de compétences. Je reviendrai sur cet élément différenciateur qui est la structure historique de notre groupe. La mise en place d'une gouvernance complètement différentes, puisque nous avons réparti les grands territoires, la France, l'Allemagne et tous les autres pays, ensuite l'ouest de l'Europe, l'Est et puis les différents autres continents, et puis une nécessité de diversification. Donc c'est un nombre de sujets importants, et 2015, de façon factuelle, les chiffres reflètent des résultats au-dessus des attentes, une concrète accélération de la diversification, une reprise des acquisitions, toujours cette volonté de faire de la croissance organique et des acquisitions qui sont structurantes dans le développement. Le H2, je pense, reflète bien la nouvelle dynamique du groupe et nous avons les premiers résultats positifs de l'intégration de Mathys que nous avons intégré pendant l'été, donc tout début septembre. Un point qui est important, sur lequel reviendra Paolo, c'est la passation de la direction de la France, qui était dirigée par ses fondateurs et que Paolo a maintenant bien en main. Et puis un passage symbolique, un petit peu plus d'1 milliard de chiffre d'affaires consolidé. C'était pas voulu, puisque pro forma c'était un peu plus que ça, mais c'est 13% de croissance. C'est un résultat en hausse de 11% à 60,8 millions, un résultat opérationnel. C'est un cash flow qui progresse du même niveau, plus 11% à 39,3 millions. C'est un résultat net à 32,6 millions en croissance de 20%. Mais c'est aussi de la croissance organique. Elle avait été faible au premier semestre à 1,3% pour monter à près de 5% au deuxième semestre. Et bien entendu, nous le retrouvons dans une croissance de 15% des effectifs. Un signe aussi clair de l'évolution de notre groupe, c'est le niveau de marge qui ressort à 7,2% pour le deuxième semestre, alors qu'il n'était qu'à 4,8% sur le premier. Au niveau international,
Là, notre volonté claire est déjà dans les chiffres, 2800 personnes, 32% de croissance. Donc je rappelle, l'international, chez nous, c'est hors France et Allemagne. Une vraie volonté de notre part de nous développer rapidement sur ces marchés et de suivre la stratégie du groupe. Alors, je l'évoque moins parce on l'a écrite en 1999, mais cette stratégie des équilibres, elle est vraie sur tout un tas de critères dans le groupe, mais elle est fondamentale sur les marchés et sur les clients. Et donc, c'est par la diversification et l'accélération dans certains secteurs qu'on arrive à repositionner les grands équilibres des secteurs qui nous garantissent la pérennité. Et puis, un positionnement différenciateur sur lequel je reviendrai aussi, qui nous permet d'appréhender des marchés porteurs. Donc, au final, un international qui croît de 53,4% à près de 200 millions, l'Allemagne qui croît de 6%, la France à 6,7% à 470 millions avec une bonne dynamique. Et donc, nous sommes dans cette logique de consolider ce socle européen parce que très vite le développement sur les autres continents va s'accélérer. Alors, en termes de différenciation, je crois que sur les sujets d'innovation, que ce soit par les projets que nous sommes capables de réaliser pour nos clients, par les démonstrations que nous faisons dans notre centre de recherche, en termes d'innovation, notre leadership ne peut pas être contesté. En termes de compétences, de positionnement de la valeur ajoutée, je reviendrai aussi là-dessus, c'est fondamental pour le futur. Les sociétés d'ingénierie doivent continuer à évoluer en termes de valeur ajoutée. Et nous, historiquement, on a essayé de le faire sur des activités corps de nos clients, ce qui est encore plus sensible. Et là, nous avons aussi un leadership qui est fort. Et puis, cette organisation avec nos centres de compétences qui sont capables d'apporter de réelles solutions qui doivent faire la différence dans le développement que nous ferons dans les pays émergents. Alors, cette diversification, on la note dans les différents clients. Bon, toujours des clients qui ont des poids forts, comme Daimler, un quart du chiffre d'affaires, Airbus, près de 16%, Renault, historiquement, depuis 1984. Mais dans le top 10, intéressant de voir apparaître Volkswagen et BMW, qui reflètent la diversification automobile, qui s'opère bien sûr principalement en Allemagne. Et puis des clients, des nouveaux entrants, alors comme Orange, qui mettent en évidence la convergence des technologies temps réel que l'on utilise dans l'industrie, qui maintenant sont utilisées dans d'autres secteurs et qui nous amènent donc à avoir de nouveaux clients. Nous n'avions pas, depuis l'origine, cherché à être dans les télécoms où il y avait déjà beaucoup d'entreprises positionnées, mais là, sur des applications technologiques particulières et pour des volumes qui sont significatifs. Donc, nous commençons à travailler avec Orange. La même chose, Jaguar Land Rover, avec des origines qui maintenant sont chinoises, mais qui amènent l'Angleterre à rebondir sur les activités automobiles et donc des projets significatifs. Embraer, nous avions signé avec eux des accords au Bourget et ça se concrétise par, bien sûr, des contrats. Donc, une mise en évidence claire à retrouver l'équilibre que l'on souhaite par une forte croissance et une diversification. Quand on regarde ces sujets d'équilibre, la France, aujourd'hui, c'est 40% dans l'aéronautique et 28% dans l'automobile, alors que le groupe, l'aéronautique n'est qu'à 25% et l'automobile est à 42%. Et on a pu noter en 2015 une baisse, puisque l'automobile est passée de 48% à 42%, alors que nous faisons plus de 10% de croissance. C'est simplement de pousser sur des activités et cela amène un vrai leverage à notre diversification. Alors pour l'illustrer, nous avons une activité niche dans les life sciences que nous poussons actuellement. Nous avons marqué notre différence de spécialiste dans le monde de la mobilité
avec les acquisitions d'Aéroconseil, d'MBTech et toute la croissance qui a été faite dans ce secteur. On est clairement devenu un spécialiste de ce secteur, mais nous avons historiquement des petites niches qui peuvent devenir internationales. Et les Life Sciences, puisque c'est le nom qu'on leur donne maintenant, sont en plein développement. Alors ce sont des OEM internationaux, Sanofi, Glaxo, Carmat, Boehringer, qui vont naturellement nous amener en Allemagne, en Italie, donc déjà sur la partie européenne, et puis de la même manière ensuite sur le reste du monde. Nous allons tripler ce volume d'activité. Le marché, c'est l'absorber. Et donc, pour donner une dynamique, nous avons une petite illustration de ce que nous faisons dans ce secteur. Alors, comme le film l'illustre, bon, nous n'allons pas devenir des pharmaciens. C'est d'ailleurs pour ça que nous l'avons rebaptisé Life Science. On y développe en revanche tous les métiers en termes de techno du groupe. Historiquement, notre positionnement était uniquement sur le manufacturing, puisque nous avions proposé aux grands laboratoires pharmaceutiques, il y a 20 ans de ça, de leur proposer des méthodes de production automobile que l'on avait attelées à de la sûreté nucléaire. C'est comme ça que nous avons commencé. Donc on était sur la production. Et puis comme le filtre l'illustre, l'arrivée de la mécatronique, sur tout ce qui va être des articulations qui vont permettre de régler des problèmes vraiment au niveau de l'être humain, tout ce qui est système de mesure, tout ce qui va être télématique, bien sûr des IHM qui permettent d'avoir des datas en temps réel, et puis la gestion de toutes ces données. Donc on y retrouve en fait les technologies du groupe, mais adaptées au Life Science. Cela illustrait la croissance organique, la reprise des acquisitions, toujours avec une volonté
qu'elle génère de la croissance organique. Donc, Euronic, qui a été acquis fin d'année 2014, où on a des compétences issues des télécommunications qui ont été transformées par cette entreprise pour intervenir dans le secteur automobile. Et donc, on y retrouve des compétences sur tout ce qui est aide à la conduite. Vous verrez que sur les générations de véhicules qui sortent actuellement, et notamment sur la nouvelle classe E de Mercedes, le niveau d'automatisation progresse réellement, puisque c'est un véhicule qui... Alors, aux normes allemandes, parce qu'en France, ce n'est pas OK, donc vous voyez, l'Europe, c'est pas tout à fait ça, mais aux normes allemandes, il est possible de sortir de l'autoroute simplement en activant son clignotant et la voiture va le faire automatiquement. Donc jusqu'à présent, les véhicules savaient freiner, savaient respecter des lignes parce que ça mesurait les lignes blanches. Là, se garer, bien entendu. Là, on va une étape plus loin dans la conduite automatique. Et donc toutes ces technologies de guidage sont nécessaires dans ces véhicules qui arrivent déjà sur le marché. Et puis Euronic, des compétences beaucoup plus multimédia et infotainment qui, là aussi, vont évoluer. Quand on voit les véhicules autonomes, qui sont des véhicules du futur, on y trouve du multimédia dedans, parce que les gens n'ayant plus à conduire, ils vont pouvoir faire d'autres choses. Donc une vraie volonté de démultiplier dans les autres secteurs et chez les autres OEM, puisque Euronic travaillait principalement pour Volkswagen, bien sûr de développer cette offre. Ensuite, deux entreprises qui sont complémentaires, EBSCO et Coriolis. Donc là, on est dans le monde du process. Coriolis est une entreprise dont le savoir-faire est le commissioning et l'accompagnement des grands projets. EBSCO, dans les mêmes secteurs, est très ingénierie, donc ces entreprises n'ont pas les mêmes clients et forcément, on va croiser les offres en n'oubliant pas les compétences qu'il y avait à cas dans ce domaine. Donc ça fait un joli pôle. Et puis l'intégration de Matisse. Bon, au début, Matisse, c'est une opération financière, puisque pour nous, on ne voyait pas vraiment l'aspect stratégique quand on a fait ça très rapidement. C'est une entreprise qui était en difficulté. Et puis, en rentrant dans le détail de l'entreprise, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient plus, ou du moins qu'ils étaient peu éligibles auprès des grands OEM et qu'ils avaient développé des activités commerciales auprès des Tier 1, des rangs 2, de grosses PME. Et cela a amené une très forte diversification à la France qui a contribué au plan de transformation. Et donc a amené une dynamique à la France qui est intéressante. Bon, ces acquisitions nous amènent 1300 collaborateurs de plus avec près de 100 millions de revenus. Je vais laisser Paolo nous donner des détails sur tout ce qui a été fait en France. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je me présente parce que vous ne me connaissez pas encore, je pense. Paolo Del Nord, je suis italien, donc je m'excuse pour mon accent et mes fautes que je vais essayer de réduire au maximum. J'ai rejoint le groupe ACA en septembre 2014, après 21 ans de carrière dans le groupe Fiat, devenu après CNH Industrial. Pendant ma carrière dans ce groupe, j'ai recouvert de postes à l'ingénierie assez longtemps, dans la société Coma où j'ai été directeur de projets internationaux. Et après, j'ai géré des business à l'industriel, dans les véhicules industriels, les véhicules militaires, les bus et les véhicules de pompiers. En arrivant dans le groupe ACA, j'avais tout d'abord deux enjeux principaux. Le premier, c'était de redynamiser la France. Le deuxième, c'était de prendre le relais, comme Maurice vient de le dire, de la famille, des actionnaires et fondateur, ce qui n'était pas, vous me l'accordez, une mince affaire. J'ai trouvé chez ACA un socle de compétences qui était très développé et qui permettait déjà au groupe, à l'époque, de répondre aux changements du marché qui se profilaient déjà en fin 2014. Comment ça s'est soldé 2015 ? Ça s'est soldé par une croissance à 470 millions, on vient de le dire, une croissance très équilibrée dans le sillage
de la stratégie du groupe, une stratégie qui a été énoncée il y a longtemps et qui est toujours valable. Si vous regardez ce schéma, vous voyez que bien sûr, on a encore une présence très forte dans nos secteurs d'élection depuis toujours, qui sont l'aéronautique et l'automobile, mais tous les autres secteurs sont en train de croître en parallèle et tous sont en train de prendre un poids important à l'intérieur de la répartition de notre chiffre d'affaires. On a profité en 2015 du momentum de l'automobile, qui est très bon et qui va être encore très bon en 2016. Et on a su profiter de cette situation mieux que la concurrence parce qu'on a cru plus que le marché. Pour ce qui concerne par contre l'aéronautique, on s'attendait à un marché en repli, il a été en repli. Tout de même, on a été capable de résister mieux à ce moment de l'aéronautique parce que notre chiffre d'affaires à l'aéronautique est resté stable, donc on a là aussi fait mieux que le marché. En 2014, nous avions fait deux constats. Tout d'abord, on s'était rendu compte que le marché était en train de changer. Le marché est en train de se déplacer vers une demande bien plus importante de gros projets structurés, à la fois transversaux et transnationaux. Quand je dis transversaux, je veux dire des projets où on peut offrir toutes nos compétences indépendamment du secteur où ces compétences, aujourd'hui, on arrive à les offrir. Et transnationaux, parce que nos clients sont de plus en plus transnationaux. Le positionnement d'ACA, c'était le deuxième constat, était déjà à l'époque prêt à nous mettre à la pointe pour répondre à ces nouvelles demandes. Et donc, ce qu'il fallait faire, c'était juste profiter de cette situation. On a donc bâti un plan, qui était un plan très, très clair, qui avait pour but de redynamiser l'approche commerciale, de diversifier notre présence, de travailler les marges pour amener ACA France au niveau de la meilleure concurrence et de profiter, encore une fois, je le dis, de ce positionnement unique qui nous permettait d'être mieux que d'autres en condition de répondre aux nouvelles demandes. On a donc fait un gros travail de réorganisation, d'approche commerciale et aussi on a travaillé les coûts fixes pour les adapter parfaitement à nos nécessités. Une dernière chose importante à dire, on a commencé à développer dès tout de suite une nouvelle offre que nous appelons massification parce qu'on s'est rendu compte aussi que le marché est en train de bouger dans cette direction, c'est-à-dire nos clients principaux veulent gérer de moins en moins de listes de fournisseurs. Et donc, nous sommes en mesure, et nous étions en mesure dès tout de suite, de répondre à cette nouvelle demande qui nous permet de croître et de rentrer dans de nouveaux secteurs de marché. On a mis en place une nouvelle organisation en début 2015, elle est en place depuis février 2015. Cette organisation suit deux axes principaux. Tout d'abord, on a voulu renforcer l'aspect entrepreneurial de nos organisations régionales. On a voulu ramener au plus près de nos clients toutes les responsabilités de notre business. Et en parallèle, on a voulu structurer encore plus et développer encore plus nos centres de compétences, toujours, et j'en reviens, pour répondre aux nouvelles demandes de projets structurés. De cette manière, on est arrivé à améliorer la captation du marché, on est arrivé à améliorer nos marges et améliorer, et ce qui est important aussi, l'image de notre groupe. Il y a déjà des résultats qui sont évidents et qui sont arrivés en 2015. On peut parler des recrutements. En 2015, on a recruté 40% de personnes plus par rapport à 2014. Le pipe, c'est-à-dire la liste de besoins, de projets que nos clients cherchent et que nous avons su capter, a augmenté très fortement. Le plan d'amélioration des marges, notre Margin Improvement Plan, a commencé à donner des résultats déjà en 2015, ce qui nous permet de nous dire qu'on est parfaitement en ligne avec notre plan à l'horizon 2018. Et le taux d'activité, lui aussi, s'est amélioré de 1% entre le premier semestre et le deuxième semestre 2015. Tout ça, ça s'est traduit comment en chiffres? Si on parle de chiffre d'affaires,
je vous rappelle que de par notre plan de transformation, on avait accepté d'entamer l'année 2015 avec un embarqué 9% plus bas par rapport au début 2014. Eh bien, cette différence, on a su la contenir au premier trimestre parce qu'on a fait une décroissance de 3,7% et on a su récupérer la croissance dès le deuxième trimestre, ce 0,3% que vous voyez ici, et cette croissance a été confirmée au troisième trimestre et au quatrième trimestre avec 2,2 au troisième et 5,3 au quatrième trimestre, ce qui nous donne aussi un embarqué très positif pour le 2016 et qui est confirmé ce premier semestre, je peux vous l'anticiper. En termes de recrutement, la capacité de retourner au recrutement uni au rachat de Matisse nous a permis de croître en ressources en 2015 de 12% par rapport à 2014 et aussi nous a permis d'être prêts à gagner des parts de marché lorsque le marché est redevenu dynamique dans la deuxième partie de 2015. Tout ça donc nous permet de nous dire tout simplement que ACA France est parfaitement en ligne avec notre plan à 2018. Tous les indicateurs sont au vert. Et comme on est en train de parler des chiffres, je pense que c'est venu le moment de passer la parole à Nicolas qui vous exposera les résultats du groupe. Bonjour, merci Paolo. Donc je vais vous présenter les éléments financiers de cette année 2015. Tout d'abord, je voudrais que vous reteniez 4 points majeurs sur cette année 2015. Un premier, toutes nos BU sont en croissance. Un deuxième, nous avons connu une croissance soutenue à 13%. Un troisième point, le profit des opérations a augmenté de 11%. Et enfin, le dernier point, nous avons réussi l'acquisition, l'intégration de 4 sociétés depuis décembre 2014. Revenons au chiffre d'affaires. Sur ce slide, il y a un point qui est intéressant et représentatif de ce qui se passe dans notre entreprise, qui est cette croissance organique du dernier trimestre à 6,3%. Elle révèle la dynamique en cours dans la transformation de l'entreprise. Ça va plus vite que prévu. On avait d'ailleurs été conservateur lorsqu'on s'était vu en septembre. On a encore de la marge de progression et clairement, c'est une dynamique dont on est satisfait, mais l'international représentera le moteur des prochaines étapes. Lorsqu'on regarde nos éléments de profitabilité, il illustre ce document à la fois ce que nous avons réussi en 2015 et quelles sont les dynamiques qui s'installeront en 2016. Comme Maurice l'a souligné, la forte croissance du deuxième semestre, combinée à l'effet de la saisonnalité, aux premiers effets positifs du Margin Improvement Programme, ont entraîné une forte amélioration des marges au deuxième semestre à 7,2% contre 4,8% au premier semestre. En France, la rentabilité s'améliore. Paolo vous l'a dit, l'objectif premier était de remettre la France dans une dynamique de commerce avec une croissance du revenu, ce qui est là, c'est plus rapide qu'anticipé. Néanmoins, on a enregistré une croissance de nos profits de 3%, qui ouvre le chemin de l'amélioration de la rentabilité à partir de 2016. Sur l'Allemagne délivre une croissance des résultats de 2%, dans un contexte qui est encore à stabiliser. Cela montre aussi un élément d'ADN de l'entreprise, cette capacité de générer de la croissance profitable dans des environnements de toutes sortes et complexes. L'international fait encore mieux. C'est un élément clé de notre stratégie, vous le savez, depuis des années, et génère une croissance de son profit de 45%. Quand je regarde au total la figure de notre groupe, en dépit d'une croissance du BU autre de 2,7 millions d'euros, liée à la politique agressive de croissance en termes d'acquisition et l'intégration de Matisse, l'operating income s'est accru de 11% à 60,8 millions d'euros, avec un impact très limité des acquisitions que nous avons effectuées en 2015. Maintenant, si on se focus BU par BU, la France, Paolo vous l'a indiqué, la transformation de la France avec Pact 17
est bien engagée, elle commence à porter ses fruits. Ça se traduit notamment par la reprise des recrutements, une meilleure dynamique, une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle des activités françaises au deuxième semestre, à 6,8%, à comparer aux 2,7% du premier semestre 2015, et au final, une rentabilité opérationnelle qui ressort à 4,6% sur l'ensemble de l'année. L'Allemagne, après les décollages de projets que nous avons connus au deuxième trimestre, l'Allemagne est rapidement revenue en croissance au troisième trimestre et affiche une croissance de 5,9% sur l'ensemble de l'année. Cette excellente dynamique constatée au second semestre, qui est de 7,3%, dont 4,2% en organique, est le fruit de l'amélioration de la compétitivité et des performances grâce au plan de transformation Pact 17 sur l'Allemagne. C'est aussi un élément intéressant en termes d'offres qui a connu une très bonne dynamique, toute l'activité autour du software et de l'electronic solution, en continuité de ce que vous exposait Maurice tout à l'heure. La marge opérationnelle, elle est solide, elle est à 6,5% pour un résultat opérationnel de 21,9 millions d'euros. Le TASE a continué sa progression, conjugué au Margin Improvement Programme, il va permettre la poursuite de la progression des marges lors des prochains semestres. Un autre élément qui est intéressant sur ce slide, ce sont les chiffres de croissance des autres OEM hors Daimler, qui montrent la dynamique de diversification qui est en cours, conformément à notre plan stratégique sur l'Allemagne. Il est clair qu'on a des marges de progression sur le profit encore à obtenir sur l'Allemagne, mais là encore, ces chiffres indiquent la capacité qu'a le groupe à générer de la croissance et du profit dans des contextes complexes, avec un levier qui n'est pas encore totalement exploité, qui est l'amélioration du taux de transformation entre les devis et les contrats signés. Le BU international. Le BU international, alors en général, quand je commence ce slide, je vous dis que les activités internationales continuent d'enregistrer des performances de premier plan avec une croissance et une marge opérationnelle supérieure à 10%, mais on a connu une nouvelle accélération en 2015, donc c'est encore mieux. Les activités internationales, hors France et Allemagne, ont accéléré leur essor rentable. Elles ont enregistré en 2015 une progression de 53% de leurs revenus à 194,7 millions d'euros, dont 12,4% en organique. La grande majorité des pays ou régions en bénéficient. Elles affichent une forte croissance. La Suisse, l'Espagne, l'Italie affichent des croissances respectives de 60%, de 100% et de 60%. Et ça inclut une croissance organique de 20%, puisqu'on a procédé à des acquisitions. La Belgique, qui est une grosse partie de notre activité internationale, croît de 40% et inclut une croissance de 5% en organique. Donc la plupart de nos pays, hors France, hors Allemagne, génèrent des marges de premier plan. Elles sont supérieures à 10%, en dépit de la poursuite des investissements que nous réalisons sur ces pays pour pouvoir effectuer leur croissance future. Au final, les activités internationales ont dégagé une marge opérationnelle courante de 12,5% en 2015. La poursuite de la diversification du groupe à l'international va constituer définitivement un des moteurs de l'amélioration des performances du groupe. Alors, ce slide sur Mathys. Alors, je sais qu'il y avait quelques inquiétudes sur le recovery de Mathys. C'est vrai que je me souviens qu'avec Coframi, en 2007, on avait eu le même type de questionnement sur les marchés financiers. Donc, j'ai mis ce slide pour vous rassurer. Mathys est on track et c'est même une sacrée performance. Cette société, elle faisait une perte en 2014 de 8 millions d'euros. Elle faisait une perte de 5 millions d'euros sur le premier semestre et elle fait un profit de 1 million d'euros sur le deuxième semestre. Donc là aussi, cette capacité qu'a le groupe à transformer les situations, même quand elles peuvent sembler complexes à l'extérieur. Maintenant, lorsqu'on analyse la performance du groupe en dessous du résultat opérationnel courant que je viens de vous commenter, on voit des coûts non récurrents qui sont quasi stables. C'est essentiellement du fait, bien sûr, il y avait la fin du plan de transformation Pact 17, mais il y a aussi l'intégration de la société Mathys et la politique d'acquisition agressive que nous avons eue, qui inclut, comme on vous l'avait exposé en septembre, ce gros projet d'acquisition de début de l'année 2015, qui ne s'est pas réalisé. Donc le résultat opérationnel, au final, s'élève à 47,9 millions d'euros.
Les chiffres intermédiaires entre le résultat opérationnel et le résultat net consolidé n'appellent pas vraiment de commentaires particuliers. Notre résultat net, lui, est en amélioration de 21% à 32,9 millions d'euros. La rentabilité nette s'est même améliorée légèrement à 3,3%, à comparer aux 3,1% de 2014. Nous avons des intérêts minoritaires qui progressent en raison de l'amélioration notamment des performances d'MBTech à l'international, puisque nous détenons MBTech à 65%. Le résultat net part du groupe est ainsi en hausse de 8%. Maintenant, lorsqu'on s'intéresse à la génération de cash, on a généré une trésorerie liée aux activités opérationnelles de 39,3 millions d'euros, qui inclut deux grands segments. Une première, c'est notre capacité d'autofinancement à 59,8 millions d'euros, soit 6% du chiffre d'affaires, et une variation du BFR qui est maîtrisée, compte tenu de la forte croissance que connaît le groupe, de 12,3 millions d'euros, et qui inclut une amélioration de notre DSO d'un jour, qui est passé de 65 jours à 64 jours. Les flux d'investissement ont consommé 60 millions d'euros de cash. Ils reflètent la forte dynamique d'acquisition qu'on a eue en 2015, avec 36 millions d'euros d'impact liés aux acquisitions, mais aussi des CAPEX qui ont été en augmentation du fait des investissements réalisés en Allemagne. Au final, le groupe bénéficie d'une trésorerie brute de 215 millions d'euros à fin décembre 2015, quasi stable sur décembre 2014, ce qui est une très bonne performance compte tenu de la politique d'acquisition que nous avons menée en 2015. Maintenant, les équilibres bilanciels. Les équilibres bilanciels demeurent semestre après semestre stables, donc c'est en continuité de ce que nous enregistrons les années précédentes. Après paiement de 9 millions d'euros de dividendes, le décaissement de 12 millions d'euros liés au plan de transformation, la dette nette s'élevait à 94 millions d'euros au 31 décembre 2015, à comparer à des fonds propres de 225 millions d'euros. Ça représente un gearing de 42%, à comparer à 23% fin 2014. Pour votre information, en annexe, vous avez bilan et tableau de flux détaillés. En synthèse, la qualité du bilan du groupe, la trésorerie brute du groupe, vont lui permettre de capitaliser sur son positionnement unique pour pouvoir accélérer la diversification de nos activités internationales. En moins de mots, nous avons les moyens de notre croissance. Maintenant, je vais laisser la parole à Maurice pour qu'il puisse vous exposer nos perspectives. Merci. Nous pensons que l'enjeu des sociétés de conseil en technologie, c'est monter en valeur ajoutée et être capable de produire en multisite. Et surtout, promouvoir l'innovation. Pour ACA, l'innovation, c'est plutôt dans les gènes, parce que 1987, on dépose les premiers brevets du groupe sur les nouveaux moyens de production just-in-time que nous avons réalisés à l'époque et sur des systèmes de stockage dynamique qui sont aujourd'hui toujours les plus performants du marché. Aujourd'hui, notre vitrine, c'est la Link & Go. Bon, on avait fait cet exercice de style qui est pour nous, c'est un exercice de style. C'est pas concevoir le véhicule du futur, c'est montrer quels sont les chemins technologiques pour que les industriels puissent le concevoir. Et c'est vrai qu'elle est devenue la vitrine du gouvernement, puisqu'elle a été exposée dans un salon au ministère des Transports. On la retrouve aux Émirats, parce que le cheikh veut la montrer dans son musée des sciences et du futur. Enfin, elle est souvent là. C'est vrai qu'on y a déposé 13 brevets sur ce véhicule et qu'un certain nombre ont déjà été repris par nos clients constructeurs automobiles, principalement. Mais autour de Link & Go, il se passe énormément de choses en innovation, et c'est surtout de ça dont je voulais vous parler. Notamment avec Zodiac et Areva, nous avons un projet qui est sur la commande des piles à combustible. On est sur des technologies qui vont continuer à évoluer et qu'on va commencer à trouver dans des produits, au-delà de l'automobile. Avec Thales, énormément de choses autour des IHM, c'est-à-dire
le conversationnel avec les systèmes de production, parce que le numérique va arriver de façon massive dans la production, mais il faut aussi que les interfaces soient là. Avec l'INRIA, énormément de choses sur les systèmes de guidage. Je donnais l'intérêt d'Euronic, mais au niveau du centre de recherche, nous faisons énormément de choses. Tous ces systèmes de guidage, on va les retrouver dans toutes les applications de mobilité. Sur des choses qui paraissent moins innovantes, mais là, on est plus sur les matériaux. Et nous sommes avec Zodiac. Vous prenez tous l'avion et vous savez qu'on, surtout sur les lignes internes, on est plutôt très mal assis. Il faut savoir que ces sièges sont très très lourds et coûtent une fortune. Et nous avons un projet que nous avons appelé Plume, qui est de reconcevoir un avion avec reconcevoir des sièges d'avion. On pourrait le faire, hein, mais là c'est pour les sièges. Et donc c'est des choses qui sont très pragmatiques. On est dans un centre de recherche, mais on se projette sur des applications qui ne sont pas dans 15-20 ans. Et nous faisons ça avec nos grands clients. C'est vrai aussi dans la sécurité. On entend tous parler du cloud. Bon, les informaticiens chez Alcoa, ils ne sont pas très contents parce que moi, je suis opposé au cloud pour une raison simple, c'est que nous avons des data militaires et tout partagé. Il faut vraiment que la cybersécurité soit développée. C'est un critère de développement pour Accor, mais ce n'est pas quelque chose d'acté. Alors, sur des data simples, ça va. Mais avec Thales, nous travaillons sur des clouds privés qui vont permettre de régler ce type de problème. Autant de programmes qui préfigurent des formations nécessaires que nous devrons dispenser auprès de nos ingénieurs avec des bases de travail existantes, très pragmatiques, et qui vont aussi amener de l'évolution dans le type de projet. Je pense que même au niveau du gouvernement, notre leadership sur l'innovation est clair, puisque en tant qu'administrateur du Syntec, je participe à un groupe de travail très restreint sur l'industrie du futur et on se soucie bien sûr des problèmes technologiques, mais aussi de la formation, des compétences. C'est vrai pour les ingénieurs par définition, mais ça doit être vrai aussi pour les hommes et les femmes qui sont dans des unités de production. Donc pour nous, l'innovation, critère majeur. Alors en 2015, on voit l'accélération. On parle d'un palier qui avait fait Accor, mais on était quand même passé de 800 millions à 880. Ça faisait quand même un peu de croissance dans cette période de reconfiguration du groupe. Et là, on mesure cette accélération. Alors pourquoi ? D'abord, je voudrais vous parler du marché du conseil en technologie. Bon, c'est un marché qui devient mature. Un marché, il y a quelques années, on appelait ça la R&D externalisée. Il y a 20 ans, on appelait ça des bureaux d'études. Alors pourquoi c'est non ? Parce que ce métier a énormément évolué en même temps que l'outsourcing de l'ingénierie des clients s'est fait et des acteurs sont nés, se sont structurés. Et ce marché a atteint une maturité qui s'est faite par la montée en valeur ajoutée de nos entreprises, c'est-à-dire la capacité à apporter des solutions. Nous avons réellement toujours eu cette innovation, cette démarche d'innovation, et on le retrouve dans notre organisation, avec des organisations régionales qu'on a redynamisées avec plus d'entrepreneuriat, ce qu'expliquait Paolo, mais aussi dans notre centre de recherche, où on est vraiment en capacité de prendre en compte des problématiques et d'apporter des solutions. Et cela va être un vrai leverage dans le développement que nous allons faire sur les pays émergents. Notre vision sur l'évolution du marché de conseil en technologie, puisque nous en parlons depuis plusieurs années, en fait, elle s'étaye depuis quelques mois. On voit plusieurs agences externes qui parlent de 6 à 8% de croissance. Moi, je pense qu'au plan international, ce sera encore plus parce que ça va être exponentiel sur les pays émergents. Clairement, une mondialisation qui est obligée de se faire. Les acteurs qui ne le font pas ne pourront pas poursuivre leur croissance. Le monde du numérique va amener une révolution. On a connu dans les années 80-90 une révolution informatique, les gros systèmes informatiques vers
la micro-informatique et en même temps les premières évolutions de production. Avec le numérique, on va revivre de la transformation. Au niveau des process de conception, on a une continuité de la réduction du time to market, donc il faut être capable de concevoir plus vite avec des modèles qui doivent être différents. Et c'est tout le travail que l'on essaye de faire. On a commencé, et on le fait sur déjà un certain nombre de projets, c'est d'avoir des front office qui sont en proximité, des centres de compétences qui travaillent entre eux de façon multisite. Et pour nous, c'était une transformation qui était importante, mais qui maintenant va nous permettre de réellement répondre. Et puis de la révolution au niveau de la production. On va réentendre parler de la robotique. D'abord parce que les nouvelles générations sont vraiment plus évoluées, parce que le conversationnel, avec l'arrivée du numérique, va être beaucoup plus développé et donc permettre de la flexibilité. La conception, elle va devenir virtuelle. Vous connaissez peut-être le partenariat que nous avons avec Dassault Systèmes et la vision que nous avons de la conception virtuelle qui, derrière, va amener à des productions locales, notamment avec l'impression 3D. Donc, une vraie révolution sur le cycle de production, une révolution aussi sur les matériaux, parce que la chimie des matériaux doit évoluer pour que l'impression 3D puisse exister. Et les OEM européens sont forcés d'être dans ce rythme de transformation, avec des enjeux qui sont complètement nouveaux. Sur les pays émergents, là, l'enjeu est différent. Et les continents, je parle de la Chine, de l'Inde, de la Russie, et je parlerai d'ailleurs des États-Unis, ont pris des chemins qui sont différents. Avec un point de convergence, ils doivent accéder à la R&D. Et donc, pour des entreprises comme les nôtres, c'est forcément un marché qui va croître. Et je pense que l'élément différenciant d'AKKA nous amène un avantage du fait de notre capacité réellement à apporter des solutions. Les OEM européens savent faire des voitures, des avions, des trains, des métros automatiques, etc. Les OEM émergents ont, par exemple en Chine aujourd'hui, des unités de production qui sont de très haut niveau, mais ils produisent pour des tiers et ils n'ont pas encore accès à la R&D et à l'ingénierie. Et donc, ils doivent trouver du support qui apporte des solutions et non pas des compétences. Et je pense que cet élément différenciateur sera intéressant pour AKKA. Donc, une évolution au plan mondial et pour nous une superbe opportunité d'avoir de la croissance organique et une croissance de nos résultats. Sur la structure du groupe, la maturité de la transformation va nous permettre de soutenir ce rythme de croissance que nous anticipons fort. En conclusion, AKKA a un positionnement unique et différenciateur. L'accélération de la croissance forte est déjà visible en 2015, elle va se poursuivre. La phase de transformation et d'organisation qui a été nécessaire pour notre groupe est réalisée. Maintenant, il nous en faut récolter les fruits, mais aussi continuer à investir pour suivre le marché de l'ingénierie qui va continuer à s'accélérer. Des combinaisons qui doivent faire croître et le chiffre d'affaires de notre groupe et le résultat, et qui, bien sûr, confortent notre objectif à moyen terme. Voilà, je vous remercie et à votre disposition pour répondre à vos questions. Bonjour, Geoffroy Pereira, Gilbert Dupont. J'aurais 3 petites questions, s'il vous plaît. La première sur vos objectifs 2016. Est-ce que vous pourriez nous aider à quantifier peut-être un petit peu l'amélioration de la rentabilité que vous attendez, parce que l'exercice n'est pas évident compte tenu des différentes acquisitions que vous avez faites. Bon, par exemple, est-ce que vous pourriez nous dire si vous êtes à l'aise avec le consensus qui est autour de 76 millions d'EBIT courants, donc presque 7% de marge? Deuxième point, sur l'Allemagne, vous avez évoqué un contexte encore à stabiliser dans le pays. Est-ce que vous pourriez en dire un petit peu plus justement sur les avancées de
de la résolution des problèmes qui vous ont un peu freiné cette année, et comment vous voyez 2016. Est-ce que vous pensez pouvoir croître auprès de Daimler et des autres constructeurs? Et dernier point sur le restructuring en 2016, quel niveau de charges non récurrentes on peut attendre encore cette année? Donc, sur la première question concernant l'amélioration de la rentabilité, clairement, tout ce qu'on vous a exposé nous indique qu'on va vers une augmentation de la rentabilité et que ce que le marché envisage n'est pas incohérent. Deuxième point, ou troisième point, sur restructuring 2016. J'imagine ce à quoi vous faites allusion, qui est plutôt les coûts non récurrents. Non, c'est ça, hein, parce que c'est pas les coûts non récurrents ont été à la fois des coûts de transformation et pas des coûts de restructuration, comme Maurice vous l'a rappelé. Hein, il s'agissait de faire d'une société qui était une société française, un groupe international qui a doublé de taille en à peine 2 ans, et passant de 400 millions d'euros à plus de 800 millions d'euros. Donc c'était un sujet où il fallait recruter, transformer, être capable de répondre immédiatement à des acteurs globaux, des clients globaux, être capable de produire d'une autre manière. Donc ce n'est pas tout à fait la même approche, c'est quand même beaucoup plus dynamique. Et on n'a pas de coût de restructuration qui est prévu par définition. On a des projets et des enjeux de croissance, et qui sont des enjeux de croissance forte, et qui peuvent éventuellement avoir de l'impact. Mais il faut qu'on avance sur nos projets de croissance forte. Sur l'Allemagne, concrètement, nous avons, parce qu'il n'y a que nous qui pouvons trouver la solution, à apprendre à travailler avec Daimler. On a mis 30 ans pour bien travailler avec Renault, 15 pour bien travailler avec Airbus, donc il nous en faut un peu aussi avec Daimler. Ce que l'on a fait évoluer, c'est en fait, ce n'est plus un frein pour nous, puisque structuré de façon plus régionale, le sud de l'Allemagne et le nord de l'Allemagne devraient tirer des bonnes croissances, avec un mix de croissance organique et de croissance externe. Hein. Il y a une continuité dans ce mouvement. L'objectif de croissance avec Daimler est plutôt international que national. C'est là où ils ont des grands enjeux. Donc nous, notre stratégie allemande, on la maintient et on a fait en sorte d'être moins freiné par Daimler. Bonjour monsieur, Kevin Voringer, CMCIC. Juste une petite question complémentaire par rapport à l'Allemagne. Je voulais savoir si justement la diversification qu'on voit ces derniers temps, est-ce qu'elle est réalisée au sein d'MBTech ou au sein de AK Germany, savoir si vous arrivez justement à diversifier au sein de MBTech. Est-ce que vous pouvez faire un petit point sur le taux de transformation? On en parlait justement au semestriel. Un petit point sur le taux de transformation des appels d'offres en contrat. Et puis enfin, alors là c'est plus globalement, nombreux de vos comparables, que ce soit dans les services informatiques ou la R&D, anticipent une très bonne année 2016 sans véritable vent contraire. Est-ce que vous partagez aujourd'hui ce sentiment? Et puis le dernier point, ça sera sur l'automobile, poursuite de la bonne dynamique en automobile. Est-ce qu'en France vous comptez revenir sur le compte PSA? Merci. Du coup, je suis en train d'écrire les questions. Alors, sur l'Allemagne, il n'y a pas de sujet de diversification d'MBTech, puisque le fonctionnement du groupe, c'est d'avoir des structures régionales qui tirent de la croissance par la proximité et la dynamique entrepreneuriale des régions. Et après, les centres de compétences réalisent worldwide des activités qui correspondent à leurs compétences. Donc, il est évident que si on prend les différents bassins allemands, dans la région de Stuttgart, on commence à travailler avec Porsche, on commence à travailler avec Bosch, et bien sûr, c'est dans le périmètre d'MBTech. En revanche, ce qui est fait à Munich, et on devrait avoir des succès dans le groupe Volkswagen dans les mois qui viennent, ça va être sur la Bavière à ce moment-là. Et c'est la même chose dans le Nord.
Donc, cette politique de diversification, elle est liée à la stratégie d'organisation du groupe. Et ce n'est pas forcément un impact qui doit aller quelque part. Sur la croissance, là, la question n'est plus sur l'Allemagne, elle est globale. Hein, d'accord. Bah, oui, on voit qu'il y a des indicateurs. Le Syntec donne 2% de croissance dans le monde des CSE2I globales. Bon, moi, je pense que on a un embarqué qui est différent début 2016 de ce qu'il était début 2015, avec une dynamique d'entreprise qui est intéressante. Donc on partage ce type d'avis. Et alors dans l'automobile, la question c'était PSA. Ah oui, PSA. Oui, on retravaille avec PSA. Ils sont forcément revenus chercher certaines solutions chez nous. Après, on n'a pas d'objectif de devenir le fournisseur de PSA comme nous sommes celui de Renault ou de Daimler ou d'Airbus, si on n'est pas dans des relations clients-fournisseurs qui mettent plus en avant quand même les technos que les prix. Donc là, ce qu'on a recommencé à faire, c'est dans les conditions économiques qui correspondent aux attentes du groupe. Mais après, PSA est clairement un OEM intéressant pour toutes les sociétés d'ingénierie. Sur le taux de transformation en Allemagne, je ne pense pas qu'on ait eu sur le deuxième semestre une progression forte. Pour vous dire la vérité, moi je ne l'ai pas mesuré de façon précise parce qu'on a fait des acquisitions et on est sur des gros projets qui sont en train de sortir. Mais en tout cas, ce qui est mis en place et encore dans les semaines qui viennent sont pour transformer cette capacité à remporter des marchés. Donc ça passe par des recrutements, une réorganisation des sales. Il y a les choses ont été faites, mais les résultats, je pense qu'on les verra plus sur 2016. Harold Decker-Odo, j'ai deux questions. La première, c'est sur les objectifs 2018, donc d'une marge opérationnelle comprise entre 8 et 10%. Quelle est l'hypothèse pour la marge en France à horizon 2018 ? Et ma deuxième question, c'est sur les brevets. Maurice a mentionné tout à l'heure le fait que AK avait déposé un certain nombre de brevets sur le Lynk & Go qui étaient repris par certains clients. Est-ce que vous monétisez ces brevets ? Est-ce que si on tire le trait en 2018 ou 2020, vous allez en déposer de plus en plus et à ce moment-là rentrer dans une stratégie de monétisation de ces brevets, ou est-ce que c'est vraiment annexe pour l'instant et ça devrait le rester ? Alors sur la dernière question, en effet, on va commencer à les monétiser. Il n'y a pas une stratégie là-dessus, c'est plutôt de protéger le travail qui a été fait. En revanche, les clients achètent les solutions, mais on n'est pas dans une logique de licence. Voilà, parce que donc ça pourra évoluer. C'est une démarche qui a commencé en 2009 chez nous, qui maintenant commence à être très structurée sur le côté innovation. Il faut qu'on se pose un certain nombre de questions là-dessus. Pour les marges en France, en 2018, je vous ai dit tout à l'heure qu'on est en ligne avec le plan, donc on confirme ce qui a déjà été annoncé, c'est-à-dire une marge à 2018 au-dessus de 7% hors subvention. Bonjour, Caroline Destracas, Tradition Securities. Juste une petite question, est-ce qu'on pourrait avoir le montant du factoring, s'il vous plaît ? Donc en T, il n'y a pas de changement majeur. On a un montant de factoring qui est autour des 80 millions d'euros. Et il est déconsolidant ou... Oui. Comme en T, il n'y a pas de changement de méthode, pas de changement, on a une certaine stabilité. Merci. Et juste une question additionnelle, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur votre stratégie à mener en 2016 les pays que vous regardez en termes de taille, quel type de cible vous intéresse Alors sur notre politique d'acquisition, pas de changement. Il y a deux axes. Bon, d'abord, l'Allemagne, on est sur des cibles que je vais qualifier de taille moyenne et qui sont structurantes dans les régions. Et ça va avec la logique organique du groupe. Donc c'est vrai en Allemagne, mais ça peut être vrai dans d'autres pays d'Europe ou sur d'autres continents. Et puis après, comme on l'a toujours fait,
on a des dossiers qui sont des dossiers structurants. Donc quand je dis structurants, ça veut dire qu'ils sont beaucoup plus gros, quoi. Et je peux vous dire d'autres choses, que j'ai oublié dans ma présentation de parler des États-Unis. Ah oui. C'est clair qu'il n'y a pas de sujet d'acquisition en Chine. En Chine, il faut faire de l'organique. Ce qui peut être différent en Inde, surtout avec la réflexion que l'on a entamée et initiée sur la production multisite, puisque très souvent les acteurs indiens de taille significative sont implantés en Inde et aux États-Unis. Donc on a des réflexions sur cet aspect parce que on s'intéresse aux États-Unis, parce qu'on a été sollicité par Boeing, on est sollicité par les constructeurs automobiles, donc forcément on répond. Et si on n'avait pas regardé le marché américain précédemment, c'est parce qu'on pensait que l'organisation de nos métiers aux États-Unis aurait pu même devenir difficile pour nous s'il se développait en Europe. Aux États-Unis, vous avez des sociétés de consulting qui sont sur le haut de la valeur ajoutée, et tout le bas du triangle, lui, est fait par des sociétés de staffing, des sociétés type travail temporaire. Et donc, vous avez une rotation avec très peu de sentiments d'appartenance. C'est difficile de garder de la compétence, c'est difficile de capitaliser de la compétence. Et à un moment donné, on se posait la question, notamment à l'époque où Adecco avait essayé de venir dans le monde du conseiller en technologie, de dire c'est des modèles qui peuvent être dangereux pour nous. En fait, c'est le contraire qui est en train de se passer, parce que des grands acteurs comme Boeing, Ford et autres recherchent des sociétés qui sont capables de prendre tout ou partie de programme. Et c'est ce qui nous amène à aller aux États-Unis. C'est que ces grands OEM se posent des questions structurées et structurantes sur la relation client-fournisseur, sur l'ingénierie. De ce fait, on s'est mis à travailler sur ce marché. Et accessoirement, il n'y a que Boeing pour diversifier Airbus. Alors, il y a plein d'autres acteurs, mais en poids... Oui, merci. Bonjour, Maxence Doury, Portes d'Empare. J'avais deux questions. La première, c'est justement sur Airbus. Est-ce que, peut-être pas sur 2016, mais sur 2016, est-ce que vous voyez en tout cas un espoir pour un rebond en fait, de la demande sur ce compte-là? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'aspect ressources humaines? Est-ce que voilà, vous êtes confiant par rapport à votre programme de recrutement? Est-ce que vous consentez des efforts salariaux voilà, on voit que le marché est très dynamique, tout le monde recrute pas mal. Donc voilà, si on peut revenir sur cet aspect-là, merci. Sur Airbus, sauf si Boeing lance un avion pour concurrencer le 320, je ne pense pas qu'Airbus lance d'avion tout de suite, quoi. Mais ça, on le sait. En revanche, nous, cette transformation, on l'a opérée fin 2010. Et donc, on est aujourd'hui, on a énormément d'activités qui étaient hier des activités d'ingénierie de structure, qui sont des activités de transformation. Et sur les activités de transformation, il y a un rythme qui est intéressant. D'abord parce que le parc d'avions étant vieillissant, il y a des avions qui sont transformés en avions fret, cargo. Ça amène des modifications qui sont majeures. Et donc, c'est ce qui nous a permis, comme Paolo l'a expliqué, de résister à la baisse des programmes de conception d'avions. Ce que l'on pense en revanche, c'est qu'il y aura des programmes intéressants sur de l'aide au pilotage, et notamment quand les avions sont posés, l'utilisation des trains d'atterrissage électriques, etc. Il y a des choses qui vont amener de la transformation des avions existants. Sur la deuxième question des ressources humaines, bon, je réponds pour la France. Puis, on est effectivement dans une période très dynamique côté recrutement. On a encore une prévision d'augmenter nos recrutements en 2016. Et effectivement, on fait ça dans un, marché qui est lui-même plus dynamique.
nous pensons que nous sommes bien positionnés dans le marché pour attirer les ressources. Ce n'est pas une question de concéder des efforts salariales. Nous voulons attirer les personnes de par nos activités, nos projets. Nous communiquons sur ce que nous savons faire, ce que nous allons faire. Et d'ailleurs, les ingénieurs qui viennent chez nous, notamment ceux qui sortent de l'école, la seule question qu'ils nous posent, c'est sur quel type de projet je vais travailler, pour quel client, quelle est la technologie que je vais utiliser. C'est ça, le fond que nous sommes en train de développer pour attirer de nouvelles ressources. En 2015, on y est arrivé. Le début de 2016 confirme qu'on continue d'y arriver pour l'instant. Et on va continuer pour le reste de l'année. Bon, après, au plan mondial, c'est exactement la même réponse. L'attractivité est un critère important de recrutement. Et après, notre stratégie de monter en valeur ajoutée pour avoir après du mix de production multisite donne des perspectives de carrière aux ingénieurs dans leur progression.